Les questions politiques, c'est en direct avec le secrétaire national du Parti communiste français, Fabien Roussel. Vous pouvez intervenir avec l'application mobile France Inter et le hashtag Question Paul. Questions politiques sur France Inter. Bonjour Fabien Roussel. Bonjour et meilleurs vœux. Voilà, bonne année. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Pas à moi, mais aux Français, peut-être un peu de calme, de sérénité et puis un peu d'argent dans le porte-monnaie. Pour vous interviewer, une équipe resserrée aujourd'hui et ultra féminisée. Tous mes bons voeux à vous, Nathalie Saint-Cricq. Bonne année à Karine, bonne année aux auditeurs, bonne année Monsieur Roussel, bonne année Françoise. Et mes meilleurs voeux également à Françoise Fressoz. Une belle année. Merci Karine et bonjour à tous. Fabien Roussel, attaquons. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui encore d'être communiste ? Est-ce que ça a quelque chose de particulier ? Est-ce que ça a une existence encore ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Écoutez, je pense que les valeurs que nous défendons, qui sont celles de mettre l'être humain au cœur de tous les choix politiques, les valeurs de partage, de solidarité, de fraternité, sont certainement des valeurs en perte de vitesse dans le monde d'aujourd'hui, mais auxquelles beaucoup sont encore attachés et auxquelles il faut redonner du sens et de la force. Et c'est tout le rôle et la mission du Parti communiste français, de ses militants, de ses élus. Mais pour avoir des adhérents, il faut attirer un public jeune. C'est avec ce discours-là que vous réussissez à les attirer. Un adhérent qui pourrait avoir 20 ans, vous réussissez à le convaincre avec ces arguments-là ? Mais vous savez, nous allons lancer le centenaire du Parti communiste français en 2020 avec un slogan, c'est « l'humain et la planète d'abord ». Et je pense que, justement, le défi du siècle, c'est de remettre l'humain et les questions écologiques au cœur de nos enjeux de société. Et donc, je pense qu'effectivement, que nous avons toute notre place pour défendre ces grands défis aujourd'hui. Françoise Fressoz. Il va y avoir en 2020 une sorte de guerre des mémoires, puisque parallèlement aux 100 ans du Parti communiste, il y aura aussi des commémorations autour de la naissance, de la mort du général de Gaulle et autour de l'appel du 18 juin. Comment est-ce que dans l'histoire française, vous situez la relation communiste et gaulliste ? Est-ce que vous pensez qu'à un moment, il y a eu une communion possible ou qu'au fond, ils étaient antagonistes dans leur vision de la société ? Oh mais non, la communion, elle a été réelle. D'abord dans la résistance, puisque cette période dure de la France a été celle où les mouvements de résistance se sont unis et ils ont en même temps écrit un programme pour redresser la France aux sorties de la guerre, qui était le programme des jours heureux. Et ce programme-là, d'ailleurs nous vivons encore un peu dessus avec la sécurité sociale. Et ce gouvernement du général de Gaulle dans lequel participaient les communistes, il y avait notamment Ambroise Croizat qui a fondé la sécurité sociale avec ce gouvernement-là. Et donc nous avons une histoire commune. Est-ce que c'est cette nostalgie que vous vivez aujourd'hui quand vous dites en fait on est à la recherche de l'humain ? Écoutez, c'est pas de la nostalgie. Il y a d'abord une histoire qui est celle de la France, qui est celle d'un pays qui s'est libéré du nazisme, qui est celle d'un pays qui s'est libéré de la monarchie en 1789, qui a lancé un vent d'espoir dans le monde, qui s'est libéré du nazisme en 1945, et aujourd'hui nous disons qu'il faut se libérer du capitalisme. Et donc nous sommes toujours dans ces combats pour l'être humain, pour mettre l'argent au service du développement humain et au service de tous. Alors qu'aujourd'hui, tout ce que nous voyons, c'est que les richesses sont accaparées dans les mains de quelques-uns, d'une infime minorité qui est toujours plus riche. Aujourd'hui, les 26 personnes les plus riches au monde détiennent autant que la moitié de l'humanité. Jamais on a vu ça. Et donc, il y a un capitalisme qui est devenu débridé. Beaucoup disent d'ailleurs qu'il est à bout de souffle. Donc, nous voyons bien qu'il y a besoin d'inventer un nouveau modèle économique, social, écologique. Et nous sommes là pour le proposer. Et on invente un nouveau modèle avec un parti qui a 100 ans et qui... Et qui fait pas recette dans le monde entier. Parce qu'on veut dire quand même, en gros, c'est pas une période ascendante pour le PC dans les 50 dernières années. On est aujourd'hui dans les premiers jours de l'année 2020. Qu'est-ce qu'on voit ? On a un président de la République qui fait un bras de fer à ceux qui manifestent en disant « c'est la réforme des retraites ». On a un Carlos Ghosn qui fuit le Japon et qui lui fait un bras d'honneur à la justice et à tout le monde. Et on a un président Trump qui a, lui, le doigt sur la gâchette et qui décide de dessouder un dirigeant iranien. Dans quel monde vit-on en ce début d'année 2020 ? Je vous dresse ce tableau-là parce que je trouve qu'il peint assez bien le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, qui est un monde de rapports de force, de violence, de corruption, qui est insupportable, parce que, effectivement, ce n'est pas dans le monde dans lequel nous voulons vivre.
jeunes et anciens, ce n'est pas le monde. Mais on a un monde aussi où souhaitons. l'alternative communiste aussi ne fait pas rêver et en tout cas s'est effondrée dans nombreux pays. Comment vous expliquez ça ? Mais écoutez, il y a eu des combats intenses, forts, pour abattre partout l'idéal communiste et faire en sorte que le capitalisme aujourd'hui étend son emprise sur l'ensemble du monde. Il s'est abattu tout seul, parce que franchement, on peut parler de politique étrangère et de tout. Le modèle communiste dans tous les pays de l'Est, on ne peut pas dire que c'est une merveille. D'accord, mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire non plus que ce que nous vivons, c'est la panacée. Bien au contraire, bien au contraire. Jamais il n'y a eu autant de réfugiés qui fuient les guerres. La famine n'a pas décru. La pauvreté est toujours aussi importante, y compris dans notre pays. Il y a besoin de changer de monde. L'idéal communiste bat toujours. Et il est toujours autant d'actualité, autant pour l'être humain, pour l'avenir de nos enfants, que pour la planète, parce qu'il y a cette urgence écologique que nous voulons aussi porter et mettre au cœur de notre projet. Et donc pour cela, oui, le partage des richesses, les richesses que nous créons, nous, travailleurs, salariés, eh bien, doit servir à répondre aux besoins humains et à relever le défi écologique. Alors on va voir si la panacée, c'est de s'unir à gauche. Nous sommes à la veille d'une semaine cruciale. Demain, c'est le Conseil des ministres. Mardi, on a une nouvelle séance de concertation entre le gouvernement et les syndicats. Cette fois, ça va se passer au ministère du Travail, rue de Grenelle. Et puis, d'ores et déjà, on a 2 appels à manifester, jeudi et samedi prochain. Fabien Roussel, est-ce qu'il fallait forcément ce climat social, ce climat de tension dans lequel on est en ce moment pour que la gauche se reparle ? La gauche, elle se parle dès le début de ce conflit, quand le président de la République, son gouvernement, ont présenté cette réforme de retraite. Mais ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que ça fait plusieurs semaines qu'il y a cette tension. Je dirais même que toute l'année 2019 a été une année de tension, avec la colère portée par les Gilets jaunes, qui était justifiée. Et là, j'en appelle, moi, au président de la République, qui doit être le garant de l'unité de la nation. Il doit se poser en rassembleur et se mettre au-dessus la mêlée. Ce n'est pas ce qu'il fait. Il est aujourd'hui le représentant d'un clan. Il défend sa réforme des retraites, il en a fait le service après-vente lors de ses vœux. Il est le défenseur des fonds de pension américains avec BlackRock. Alors que ce que nous attendons d'un président de la République, c'est qu'il soit au-dessus de la mêlée et qu'il rassemble l'ensemble des Français. Il faut sortir de ce climat de tension, de conflit permanent dans lequel nous sommes. Nous avons besoin de cela. Et ce ne serait pas humiliant de sa part qu'il retire sa réforme. Au contraire, ce serait reprendre la main et ouvrir le dialogue. Et c'est ce que je l'invite à faire. Alors, dans les vœux aux Français du 31 décembre, le président de la République a appelé à un compromis rapide. Donc, il tend la main à ceux qui veulent discuter avec lui. Est-ce que vous dites retrait de la réforme ? Est-ce que ce n'est pas une façon de refuser tout le dialogue ? Est-ce que vous dites tous retrait de la réforme ? Nous disons tous ensemble, et c'est d'ailleurs le sens de la pétition que nous lançons aujourd'hui, tous ensemble, responsables politiques, syndicaux, artistes, économistes, intellectuels, pétition que vous retrouverez sur Internet, la pétition retraite.fr, eh bien nous disons tous, oui, qu'il faut retirer cette réforme et ouvrir un vrai dialogue sincère sur toutes les pistes de financement possibles pour améliorer le système actuel. C'est-à-dire que nous ne sommes pas contre toute réforme. Nous voulons une réforme qui rassemble, une réforme où tout le monde serait gagnant. Et nous disons que l'argent existe. En France, une réforme qui rassemble ? Vous savez, nous parlions tout à l'heure de Gaulle. Eh bien oui, quand Ambroise Croizat présente la réforme, quand il présente la création de la sécurité sociale, dans son discours du 8 août 1946, il dit que cette réforme devait faire l'unanimité dans le pays, et elle a fait l'unanimité dans le pays. Quand on a de l'ambition pour son pays et pour son peuple, on essaye de faire une réforme qui s'adresse à une majorité de nos concitoyens, et on fait en sorte qu'elle gagne les cœurs, les consciences, et qu'elle gagne l'ensemble du peuple. Or, aujourd'hui, on a un président qui est le défenseur d'un clan, qui vient du monde de la finance, qui défend les intérêts des banquiers et des fonds de pension, même si ça ne vous plaît pas. Et c'est pour ça que ça clive autant dans notre pays. Est-ce qu'on peut avancer juste sur une chose ? Est-ce que vous reconnaissez quand même qu'on n'a pas été trompé ? C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron a été élu quand même. Il a été élu sur ce programme. Et deuxième question, deuxième tiroir, pourquoi la CFDT et l'UNSA soutiennent ce projet de réforme à point ? Si c'est un truc absolument épouvantable, qu'est-ce qui explique que ces syndicats, qui sont quand même pas connus pour être des ennemis du peuple, les soutenus au début, même si les modalités sont discutées actuellement ? Premier tiroir.
Monsieur Macron n'a jamais dit dans son programme qu'il allait allonger l'âge de départ en retraite. Il a dit qu'il réformerait le système, mais il n'a jamais dit que ça... Il n'avait pas parlé d'âge pivot. Il n'avait pas parlé de l'âge pivot. Et donc, aujourd'hui, il arrive à... D'accord, mais l'âge pivot, on discute dessus. Pour l'instant, je vous parle de la globalité mais je de la réponds à votre premier tiroir. Vous êtes bien d'accord là-dessus? Il ne l'avait pas dit, il le fait. Bien. Donc vous êtes finalement, il y a l'âge pivot que vous critiquez. Déjà, il y a tromperie sur la marchandise. Non, mais vous pouviez avoir la position de la CFDT, alors que ce n'est pas votre position. Vous allez jusqu'à celle de la CGT. Vous voulez le retrait du projet. Aujourd'hui, il y a de nombreux salariés qui ont fait leurs calculs, qui ont bien vu qu'avec cette réforme de retraite, ils seraient tous perdants, qu'ils soient dans le public et dans le privé, à tel point que le gouvernement est en train de nous dire c'est la fin des régimes spéciaux, mais qu'il crée des régimes spécifiques pour l'un et pour l'autre, histoire de diviser le mouvement, et que donc on n'y comprend plus rien dans sa réforme de retraite. Elle devient floue, complexe, usine à gaz. Donc je ne sais pas comment ils vont s'en sortir. C'est bien la raison pour laquelle nous demandons de la retirer, de tout remettre à plat et de pouvoir en discuter. Vous me parlez des points. La question, c'est pas les points ou les annuités ou le système par répartition. La question, c'est quel financement nous mettons pour faire en sorte que le niveau des pensions ou l'âge de départ en retraite ne soit pas la variable d'ajustement. Or, aujourd'hui, c'est le cas. Nous avons un gouvernement qui nous dit on va faire un système par points et vous allez travailler plus longtemps et si c'est pas ça, il faudra baisser les pensions. Nous disons tout l'inverse. Et il faut aujourd'hui mettre les moyens, les recettes suffisantes pour que tout le monde ait une pension garantie à la fin de sa vie au travail et que la pénibilité soit prise en compte. Alors, je rappelle simplement tout de même que 45% des Français, donc pour ainsi dire la moitié, souhaitent que cette réforme aille à son terme. Qu'est-ce que vous leur dites à ces 45%? Et à la CFDT, vous m'avez pas répondu mon troisième tiroir, CFDT, UNSA. Pourquoi est-ce que ces syndicalistes et ces syndicats, qui sont quand même connus pour défendre les salariés, soutiennent la réforme à points si c'est aussi abominable que ça? Mais je crois que ces mêmes syndicats dont vous parlez sont, avec la CGT, avec FO, etc., unanimement tous contre l'allongement de la durée. Mais on parle pas de Aujourd'hui, il y a unanimité des syndicats pour dire qu'il faut retirer cet âge de départ. Oui. Ensuite, il y a un débat entre points, répartition, financement, etc. Cette réforme, aujourd'hui, telle qu'elle est imposée par le président de la République, qui dit « je veux un compromis, mais je ne lâche rien sur les principes de la réforme », donc il n'y a pas de compromis possible. Supposez qu'on cale sur l'âge pivot, que l'âge pivot, le fameux 64 ans, ne soit plus présenté de cette façon-là, est-ce que la philosophie même du projet serait supportable pour vous? Elle le serait pour la CFDT et pour l'UNSA? Je ne pense pas. Voilà, je ne veux pas parler à la place de la CFDT et de l'UNSA, parce que la question qui se pose, c'est celle de comment nous finançons les améliorations indispensable au système actuel. Comment on prend en compte la pénibilité? Comment on prend en compte, comment on fait en sorte que le minimum contributif pour une carrière complète au SMIC soit au niveau du SMIC et pas 85% du SMIC. Tout ça va nécessiter des financements importants. Arrêtons-nous. Vous avez toujours, ça a toujours été la position du Parti communiste, d'essayer de mettre à contribution les revenus financiers, ce qui, philosophiquement, se comprend. Sauf que, à chaque fois que la gauche a été au pouvoir, communiste y compris, vous n'avez pas réussi à taxer les revenus financiers autant qu'il fallait, parce qu'au fond, c'est pas possible. Dans le monde actuel, c'est pas possible. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous y arriverez, alors que, au fond, la retraite à 60 ans qui a été mise en place par François Mitterrand a été détricotée, y compris par la gauche, pour des raisons de réalisme économique, parce qu'il était impossible d'augmenter beaucoup plus les cotisations qu'aujourd'hui. Donc comment est-ce que vous surmontez cette contradiction-là? Mais tout simplement au regard de ce qu'est l'économie d'aujourd'hui. Et nous avons bien vu ces 40 dernières années comment la finance a pris le pouvoir et comment le capital... comment vous reprenez la main sur la finance? En décidant de s'y attaquer, tout simplement. Et en arrêtant de baisser les bras. Et en disant que c'est... Aujourd'hui, on a des gouvernements qui nous disent... Ou ils nous disent c'est pas possible, ou ils nous disent c'est compliqué, ou alors ils la défendent comme le fait M. Macron, puisqu'il vient de là, de la banque Rothschild. Le capital n'a jamais été autant servi que ces dernières années. La fiscalité sur le capital n'a jamais été aussi allégée. Dans un monde ouvert aujourd'hui, où le capital est mobile, c'est pas Macron qui représente les intérêts aujourd'hui, financiers. Le capital nous coûte cher. Aujourd'hui, le capital nous coûte cher. Et donc, certains dénoncent le coût du travail, nous dénonçons le coût du capital. Il faut mieux taxer
ces richesses qui sont accaparées par une minorité et faire en sorte qu'elles participent à la solidarité nationale. Je préférerais que l'on taxe le capital, que l'on taxe des grands groupes quand ils délocalisent leurs entreprises. Comment vous faites? Vous engagez l'épreuve de force, donc il y a une fuite de capitaux, donc vous vous retrouvez dans la situation de Mitterrand 83-84, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait par rapport à l'Europe? D'abord, les revenus financiers dans notre pays n'ont jamais été aussi élevés. Ils représentaient en 2018 298 milliards d'euros. Taxation sur le capital, zéro. CSG, mais comme sur nos salaires. Mais cotisation pour les retraites, zéro, nul. S'il y a bien un régime spécial auquel il faut s'attaquer, c'est celui-là. Ensuite, je reviens sur les retraites. Depuis que notre système de retraite a été créé en 1945, les dépenses que nous y consacrons, la part du PIB que nous y consacrons a toujours augmenté, ce qui est naturel. Il y a l'allongement de la durée de la vie, la santé qui s'améliore, etc. Dans les années 50, c'était 6% du PIB. Aujourd'hui, c'est 14% du PIB. Il y a toujours eu une augmentation. C'est la loi de la vie. Eh bien, ce gouvernement veut plafonner les dépenses des retraites à 14%. Oui, ce qui veut dire que irrémédiablement, ce sera ou baisser les pensions ou travailler plus. C'est ce à quoi ils veulent nous conduire. Il y a un argument qui est au fond une sorte de ras-le-bol fiscal, c'est-à-dire qu'on l'a vu au moment des Gilets jaunes, tout d'un coup, on peut plus, je veux dire, les Français n'en veulent plus de l'impôt. Donc comment vous faites pour augmenter sans cesse les cotisations ? Les revenus financiers, je vous écoute, mais c'est très difficile de les avoir parce que c'est mondialisé. Pourquoi c'est difficile ? C'est ce que je vous explique. Mais pourquoi c'est difficile ? Pourquoi la gauche ne l'a pas fait ? C'est plutôt ça la... mais moi, je ne veux pas vous parler de ce qui n'a pas été fait, je vous parle de moi, ce que je veux faire. Vous savez ce que j'ai entrepris avec Bernard Arnault ? Bernard Arnault, j'ai dû l'attaquer en justice pour qu'il publie ses comptes. Et il a été présenté au tribunal, et il a dû publier ses comptes. Je fais le boulot du ministre Le Maire quand même, c'est incroyable. Et il y en a 10 autres comme ça, qui n'ont pas publié leurs comptes. D'ailleurs, depuis, ils me disent non, c'est bon, ne nous assignez pas en justice, on va les publier nos comptes. Qu'est-ce qu'on a découvert depuis dans les comptes de Bernard Arnault ? Je vous l'annonce ici. Eh bien, c'est qu'il a transféré 25% du capital de son groupe Bernard Arnault SE, qui est propriétaire de LVMH, en Belgique, dans 2 sociétés belges. Comment se fait-il qu'il y ait un quart du capital de Bernard Arnault qui puisse circuler aussi librement de la frontière et qui parte en Belgique où la fiscalité sur les dividendes est aussi bas ? Vous trouvez ça patriotique, économique ? Et vous trouvez ça juste ? On ne fait rien ? On laisse faire ? Mais c'est justement les arguments si on est tous d'accord pour s'attaquer justement à ce modèle économique où les capitaux peuvent partir là où la fiscalité est nulle, eh bien, attaquons-nous à ça, rassemblons-nous, justement, l'art qui doit être républicain. Parce que c'est la République qui est attaquée quand l'argent part comme ça dans les paradis fiscaux. Et donc, il devrait y avoir un accord large des forces politiques de gauche et de droite pour dire ça, c'est terminé. Avec la France toute seule ? Et vous pensez que ça marcherait ? Ah ben écoutez, moi je préfère interroger. On va faire une économie administrée avec. Mais je vous parle pas d'administration, je vous parle de lutter contre l'évasion fiscale, l'optimisation fiscale et la fuite justement de cette capacité pour le capital de s'exonérer de tous ses droits et qui met la République à mal. Interrogeons les Français sur ces questions-là et vous verrez bien ce qu'ils ont dit. D'ailleurs, les Gilets jaunes ont mis cette question de la fiscalité, de la justice fiscale au cœur de le combat. Et je le partageais, ils avaient bien raison. Fabien Roussel, on va revenir à nos moutons. On voulait quand même parler aussi largement des retraites. On ne l'a pas encore fait, notamment de l'union de la gauche. Vous deviez présenter un contre-projet au projet du gouvernement. Il en est où ? Est-ce qu'il sera écrit ? À partir de quand ? Et qui est-ce que vous allez réussir à mettre vraiment autour de la table ? Écoutez, on a beaucoup travaillé pendant les fêtes. Donc il est écrit ? Nous avons beaucoup échangé. Nous sommes vus avant. Nous avons une première réunion de travail. Quand ? Avant les fêtes, on s'est déjà vu à l'Assemblée nationale l'ensemble des forces de gauche. Et vous vous revoyez à la rentrée là ? Nous avons décidé à cette occasion que nous parlerions d'une même voix pour demander le retrait, pour apporter notre soutien aux mobilisations et pour montrer qu'il est possible de réformer notre système de retraite. Nous sommes pour la réforme, mais sans casser le modèle social. Mais est-ce que vous avez un projet ficelé qui sera signé de toute la gauche ? Il est prévu de nous revoir. Quand ? Nous avons commencé à écrire les pistes de travail. Il est prévu de nous revoir cette semaine. Tout le monde est autour de la table ou pas ? Qui est là ? Oui, tout le monde autour de la table. Jusqu'aux insoumis ? Pour discuter. Mais jusqu'aux insoumis, s'ils décident de venir et la porte est ouverte et nous en discutons. Et aujourd'hui, nous sommes tous ensemble d'ailleurs autour d'une pétition et d'un appel
pour demander le retrait de cette réforme ça, et des améliorations. C'est plus facile de se regrouper pour demander le retrait de quelque chose. Non, lisez bien le texte. Nous demandons le retrait de la réforme et nous demandons l'ouverture d'un vrai dialogue pour améliorer le système actuel. Donc, nous sommes porteurs de propositions et ce sera des propositions qui montrent que le progrès existe, que l'argent existe pour améliorer la situation existante sans demander aux Français de gagner moins en pension et sans leur demander de travailler plus. Enfin, quand même, Macron, c'est pas lui qui tient le marteau-piqueur. Non, mais la question, elle n'est pas là pour l'instant. Elle est sur l'union de la gauche. Vous en êtes où concrètement? On comprend finalement que ça reste toujours aussi compliqué, que c'est toujours le mythe de Sisyphe, que vous montez puis que vous redescendez très vite. En fait, attendez, là, vous nous parlez déjà de descendre, on n'est même pas encore en train de monter. Je sais pas, vous nous dites que les Insoumis sont toujours pas là. Sans les Insoumis, il n'y a pas vraiment d'union de la gauche. On est en train, je pense, personnellement, que c'est un changement, un tournant, et que au moins le président de la République aura réussi à nous mettre autour d'une table, puisque effectivement nous ne sommes pas, comme pour ADP, contre la privatisation, nous ne sommes pas contre la réforme des retraites seulement, nous sommes pour travailler à d'autres propositions qui fait que, effectivement, si la gauche était au pouvoir demain, elle pourrait dire voilà ce que l'on va faire. Est-ce que voilà comment on peut faire une réforme de retraite progressiste qui répond aux attentes d'une grande majorité de nos concitoyens. Est-ce que concrètement, vous continuez à plaider pour la retraite à 60 ans? Le Parti communiste français défend la possibilité pour tous les concitoyens de partir à 60 ans et 55 ans pour les travaux pénibles. Voilà. Comment? Le PS, les écolos, ils pensent pas ça. Aujourd'hui, nous voulons montrer que les questions de retraite minimum, de pénibilité, d'inégalité salariale femmes-hommes et de carrière hachée, ces 4 points, nous les portons en commun. Et sur ces 4 points, nous voulons montrer qu'il est possible d'y apporter des réponses sans casser le modèle existant. Voilà. Et nous avons différentes pistes de financement à mettre sur la table. Qui soit quoi, un mix de cotisations c'est quoi vos solutions financières? D'abord, il y a les fonds de réserve existants, inutilisés, qui pourraient être mis à contribution. Lesquels en particulier? Deuxième chose, inégalité. Comment? Lesquels en particulier? Les fonds de réserve, il y en a plusieurs. Oui, il y en a plusieurs, oui. Plusieurs à discuter. Voilà. D'accord. Deuxième chose, inégalité salariale femmes-hommes. C'est quand même incroyable, en ce 21e siècle, que de telles différences existent encore. Mais ça, il y a des mesures concrètes à prendre tout de suite pour réparer les inégalités salariales, pour que justement les pensions soit plus juste, puisque c'est né de la différence des salaires. En 40 ans, il y a eu 14 lois et rien en termes de réalité là-dessus. Mais pour le coup, c'est aussi dans le projet de gouvernement. Et enfin, ensuite, il y a différents leviers que nous partageons. Par exemple, alors nous, c'est taxer les revenus financiers, c'est partagé d'ailleurs d'aller chercher l'argent là où il est. C'est aussi, pourquoi pas, augmenter les cotisations, la part employeur. Pourquoi ne pas proposer une taxe sur les robots qui remplacent les hommes et les femmes dans les usines? Il y a plusieurs propositions portées par les uns et les autres. Nous proposons nous-mêmes de moduler les cotisations sociales en fonction des politiques des entreprises. Mettons un peu d'écologie dans la réforme de retraite. Pourquoi n'augmenterions-nous pas les cotisations des entreprises qui ne respectent pas des obligations en matière environnementale ou sociale? Ça, c'est quelque chose justement de bénéfique. C'est-à-dire, on n'est pas seulement sur répartir les richesses, on est sur produire autrement. C'est-à-dire faire en sorte que le travail ici réponde à des objectifs sociaux et environnementaux et que les cotisations modulent en fonction de ça. Vous voyez, il y avait l'impôt révolutionnaire, mais il y a la cotisation révolutionnaire. Ça, c'est du neuf. Êtes-vous pour le maintien des régimes spéciaux? Je suis contre le régime spécial de la finance, je vous l'ai dit. Et les régimes spéciaux, je suis pour que tout le monde soit aligné aux régimes spéciaux. Comment se fait-il que les chauffeurs de bus du sud de la France n'aient pas le même droit à la retraite que ceux de la RATP? Et pourquoi faudrait-il que ce soit ceux de la RATP qui aient à travailler plus longtemps, alors que c'est au contraire par le haut qu'il faudrait apporter une réponse? Monsieur Roussel, comment expliquez-vous que les Français considèrent qu'en gros les régimes spéciaux, du moins un certain nombre, ne sont pas justifiés? Mais parce que on peut toujours dire qu'on veut aligner tout le monde par le haut. Et pourquoi y a-t-il des femmes dans le privé? Je parle de femmes notamment parce que vous en parliez, qui sont femmes de ménage, qui se lèvent à 4 heures du matin, qui vont faire les ménages dans les bureaux entre 5 et 8, et celles-là, on s'en fiche. Alors vous allez me dire qu'il faut qu'elles aussi bénéficient de ça. Alors, je reviens encore à mon autre tiroir. Pourquoi les Français considèrent que globalement, les régimes spéciaux ne sont plus justifiés? Et c'est qu'ils comprennent rien, les Français? Non, mais parce que on trouve toujours un privilégié par rapport à soi, à côté de soi, et puis on le dénonce. Je pense que les régimes spéciaux, on en a fait tellement des caisses là-dessus en disant ça coûte par exemple 9 milliards aux contribuables.
Hein, là, encore Bruno Le Maire aujourd'hui, mon Dieu, ça coûte 9 milliards aux contribuables. Les cheminots. Non, vous rigolez. Non, les cheminots, c'est pas 9 milliards. Vous savez ce qu'il y a dans la les part régimes supplémentaire. Vous savez ce qu'il y a dans les régimes spéciaux? Il y a les mineurs de chez moi, du bassin minier. Parce qu'aujourd'hui, il y a effectivement 2000 salariés encore des mines qui s'occupent de la gestion des systèmes de santé. Mais il y a 150 000 retraités mineurs. Alors, effectivement, le régime n'est pas équilibré. Et donc, on le dénonce. Il fait partie des 9 milliards. Et donc, qu'est-ce qu'on fait demain? Comment Bruno Le Maire peut-il dire c'est inadmissible et ça, c'est terminé? Il fait quoi demain? Il les tue, les mineurs? Attendez, vous savez très bien que les mineurs bénéficieront encore de ce qu'il y a. Mais de la même manière, il y a un déficit. Quelque chose qui a été créé à la Libération. On a parlé tout à l'heure du CNR. Est-ce que vous comprenez que les Français puissent se dire que les conditions de travail, que les choses qui pouvaient se passer à la SNCF sont des choses qui ont été modifiées et qu'à terme, les régimes spéciaux doivent être adaptés? Il ne s'agit pas... Mais Madame Saint-Cric, Monsieur Roussel, je ne dis pas autre chose que vous. Avant, il y a encore 30 ans, 20 ans, il y avait 500 000 cheminots pour faire tourner les trains. D'accord? Aujourd'hui, 150 000. Je ne vais pas dire qu'il faut revenir à 500 000. La société a évolué. On ne fait pas fonctionner les trains de la même manière qu'avant. Ils ne mettent plus du charbon dans les locaux. On est d'accord? Il y en avait 500 000. Aujourd'hui, il y en a 150 000. Mais les 200 000 retraités, justement, qui viennent là, qu'est-ce qu'on en fait? C'est bien ça la question. Alors, quand Bruno Le Maire nous dit mais les cheminots, ils nous coûtent 3 milliards dans les 9 milliards, qu'est-ce qu'on fait? On les zigouille? Mais vous savez très bien que ou alors on dit, eh bien, ça fait partie d'un changement démographique parce qu'il y a des professions qui ont évolué. Et donc, on prend en charge. Bien sûr qu'on prend en charge la retraite de ceux-là. Mais demain, on va voir les caissières. Mais ça va être de la même manière pour les caissières. Les retraités de la SNCF, il n'a jamais été question, comme vous dites, de les zigouiller ou de leur interrompre leur pension. Et c'est des choses pour l'avenir. Eh bien, est-ce que les régimes spéciaux se justifient autant que ça pour l'avenir? C'est ça ma question. Et surtout, qu'est-ce que vous dites aux Français qui disent ces régimes spéciaux, on en a marre, il faut passer à autre chose? Dans la proposition du Parti communiste, nous sommes pour tendre vers un régime unifié de retraite. Je ne peux pas vous dire autrement. Ça veut dire que les mêmes droits pour tous, alignés par le haut. Et nous disons que c'est possible de financer ça. Nous disons même que le progrès de l'humanité et de la société, c'est de tendre vers cela. Est-ce que le progrès, dans les 50 ans, 100 ans qui viennent, c'est de travailler toujours plus longtemps, ou est-ce que c'est de profiter de cette deuxième partie de la vie et d'en faire une chance et une richesse pour la société? C'est-à-dire que nous pensons qu'à partir de 60 ans, nous pourrions profiter de cette deuxième partie de la vie comme une chance et même d'un apport pour la société. Et donc... que les anciens, que moi je rencontre aujourd'hui, qui ont pu bénéficier de la retraite à 60 ans, qui sont actifs dans les associations, dans la vie locale, pour s'occuper de leurs petits-enfants, et ils ont une bonne pension, et ils participent d'ailleurs au commerce local. Mais c'est une chance pour la société. Demain, il faudra faire quoi? Comme aux États-Unis, balayer dans les McDo jusqu'à 70 ans. Mais je ne veux pas de cette société-là. La France, c'est pas les États-Unis. Mais j'entends vos arguments, mais le problème, c'est que vous ne répondez jamais aux 50% de Français qui disent, nous, on la veut, cette réforme. Je reviens sur... Vous n'avez pas répondu à cette question-là. 45, d'accord. Donc, commencez pas à augmenter. Vous avez raison. 45. Vous avez raison. Et donc, ça veut dire 55 qui sont contre. Et donc, je m'appuie sur les 55 qui sont contre. Un des arguments d'Emmanuel Macron, c'est de dire qu'au fond, il essaye de trouver un système qui soit adapté aux nouvelles règles du marché du travail et qu'au fond, il essaye de sauver la retraite des jeunes générations. Est-ce que vous entendez cet argument ou pas? Oui, tout à fait. Et c'est justement parce que il y a nos enfants, moi j'en ai 5, donc je sais de quoi je parle, qui rentrent dans la vie active. On a besoin de leur garantir une pension. Il faut qu'ils sachent, quand ils rentrent sur le marché du travail, ce qu'ils vont toucher demain et ce que l'État, la République, la solidarité nationale prévoit pour eux. Ça, c'est un système de retraite par point ou par répartition qui peut le faire en y mettant les moyens qu'il faut. Or, aujourd'hui, ce que nous prévoit le président de la République, c'est open bar, capitalisation, individualisation, chacun pour soi. Et ça, ce n'est pas. Et ça, ce n'est pas le choix de société la volonté d'un régime par répartition. Nous voulons vivre. Mais quand il dit, par exemple, au-dessus de 10 000 euros, ils ne paieront plus de cotisations, sauf les 2,8%. Voilà. Ça, c'est 4 milliards d'euros en moins dans le financement de la caisse de retraite. Parce qu'aujourd'hui, ces salaires-là cotisent jusqu'au plafond des 30 000. D'accord? Donc, c'est lui-même, M. Macron, qui crée le déficit de notre caisse de retraite pour nous dire, dans 10 ans, va falloir refaire des efforts parce qu'il y a un trou. C'est eux qui provoquent le trou en appauvrissant le financement de notre caisse de retraite. Ils ne prévoient pas l'avenir. Il est en train de le tuer, l'avenir. Qu'est-ce que vous pensez d'une société, justement, avec cette clause du grand-père
Qu'est-ce que vous pensez d'une société qui dit nos enfants paieront? Non, vous croyez que c'est de la solidarité de dire nos enfants paieront, ils travailleront plus? Vos enfants, ils rentrent dans la vie active beaucoup plus tard qu'aujourd'hui. Ils vont connaître des métiers qui ne seront pas les mêmes, pas la même entreprise. Donc, vous êtes dans un marché du travail qui est beaucoup plus haché. La réforme par le système universel par points vise à s'adapter à ça. Pourquoi vous dites, au fond, ils cassent tout? Est-ce que c'est pas vous qui manquez, au fond, de réalisme en disant, on continue à rêver du système, au fond, de 46, c'est-à-dire des 30 glorieuses? Est-ce que c'est pas vous qui êtes complètement dans l'archaïsme? Sourire. Mais parce que, d'abord parce que ce qui a été inventé en 45, je dis pas qu'il faut faire la même chose. Le monde a changé. Et je dis aussi qu'on produit beaucoup plus de richesses. Vous savez, Airbus, on sort 800 avions par an des chaînes d'Airbus à Toulouse. 800 avions par an. Il y a un siècle, on n'en sortait pas 800. Si on en faisait un par an, c'était beau. Bref. Le réalisme, aujourd'hui, c'est de faire en sorte de pouvoir justement donner un avenir à nos enfants. Et un avenir garanti. Vous me parlez de ceux qui font beaucoup plus d'études qu'avant. Nous proposons que les études soient comprises dans la prise en compte des années de travail, parce que c'est de la formation, et on va former des cadres, des ingénieurs. Et donc, on doit prendre en compte ce temps de travail. Et puis moi, je vais vous parler des apprentis. Je vais vous parler de ceux qui commencent à travailler dès l'âge de 18 ans. Est-ce qu'ils vont devoir travailler jusqu'à 64, 65, 66 ans pour avoir droit à une retraite complète? La pénibilité, la carrière longue ne sont pas prise en compte aujourd'hui comme il le faut. Et c'est bien pour cela que moi, je veux m'adresser autant à ceux qui se forment et qui font le choix des longues études et dont nous avons besoin, comme à ceux qui aujourd'hui commencent à travailler très tôt dans des métiers où la formation est beaucoup plus courte. Eh bien, ceux-là aussi doivent pouvoir avoir les mêmes droits à la fin. En somme, chacun doit avoir les mêmes droits. Alors, pour bien comprendre ce qui se passe là sur le mouvement social, je voudrais vous demander quels sont vos liens aujourd'hui entre le PC et la CGT. Est-ce que la CGT agit de façon complètement autonome? Est-ce que vous pensez que vous pouvez être un relais politique à ce qui se passe dans l'entreprise? Comment vous vivez? Ça s'articule. Comment vous vivez aujourd'hui le conflit social? Je pense que nous tapons sur le même clou avec chacun un marteau différent, mais pour le PC. Est-ce que vous êtes en lien on ou pas? avance ensemble. Est-ce que vous êtes en lien? Est-ce que vous vous parlez? Est-ce que vous vous coordonnez ou pas? Nous parlons comme avec les autres forces syndicales. Le Parti communiste aujourd'hui parle à l'ensemble des forces syndicales. Et quand j'ai pris l'initiative justement d'inviter les autres responsables des forces de gauche à aller soutenir les grévistes Gare de Lyon, nous nous sommes retrouvés dans une salle. On a fait sortir tous les médias, je peux vous le dire maintenant, on a fait sortir tout le monde. Et on s'est retrouvés en tête à tête, ensemble, avec Olivier Faure, Sandra Regol des Verts, etc., etc. Et les syndicats nous ont demandé parler. Et moi j'ai dit non, on va pas parler. Vous avez devant vous les responsables des forces de gauche. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Et là, ils ont pris la parole, eux, les uns après les autres. Et ce qu'ils nous ont dit était d'une force. Ils nous ont dit, unissez-vous, rassemblez-vous, mettez vos querelles de côté et faites en sorte qu'il n'y ait pas que Marine Le Pen comme opposition dans notre pays, mais qu'il y ait un espoir à gauche. Eh bien, vous voyez, moi, je l'entends ça de la part des responsables syndicaux. Il y a besoin d'une alternative à gauche, d'espoir, de valeur, de faire briller des yeux et de donner envie aux jeunes, justement, de continuer d'y croire. Allez, dernière question sur ce thème-là. Il n'y a pas une petite inquiétude chez vous d'être dépassé par la base, notamment quand on entend Laurent Brun, qui est le secrétaire général de la CGT cheminot. Je fais allusion à une déclaration qu'il aurait faite le 21 décembre en parlant de guerre totale, en disant la guerre à outrance n'est pas pour me déplaire, on ira, ça sera jusqu'à la fin, la SNCF sera par terre, mais l'appareil de la CGT sera debout. Est-ce que vous n'avez pas peur d'être dépassé, vous ou même la CGT, par une espèce de mouvement de base qui sont incontrôlables et incontrôlés? Je vais vous faire sourire, Mme Saint-Cric, mais pour un responsable politique du Parti communiste comme moi, être dépassé par la base, il n'y a rien de mieux. Ça ne me dérange pas du tout. Alors là, je peux vous dire que la base, que les salariés, que les militants s'expriment, poussent et aujourd'hui prennent la main et en disant... Y compris qu'il n'y ait pas de contrôle, c'est-à-dire qu'il y a des grèves surprises à la SNCF, qu'il se passe des choses... c'est jamais... Enfin, vous croyez que les gens, les salariés, les syndiqués, ils font grève par plaisir mais je crois de pas se retrouver... ça n'a aucun rapport. J'ai simplement que ça ne soit pas organisé avec des syndicats, avec des discussions, avec des choses, et qu'il y ait un moment donné où on puisse... Les organisations syndicales... Les gilets jaunes, ça fait peur quand même aux syndicats de voir qu'il y a des choses spontanées. Mais pas du tout. Ah, bon, enfin, mais moi je vous pose la question, je vous le dis. Moi, non, mais je vous le dis, pas du tout. Enfin, je veux dire que les salariés, les syndiqués ou les militants de forces politiques prennent en main ce mouvement, décident eux-mêmes, entreprise par entreprise, de poursuivre le mouvement. Enfin, là, vous avez 16 professions libérales.
qui décident d'enclencher le mouvement. Des kinés, des avocats, des masseurs. C'est pas des dangereux gauchistes quand même, ça se saurait dans notre pays. Bon, ils ont décidé d'enclencher le mouvement parce que cette réforme de retraite, elle va piquer le pognon qu'ils ont mis de côté parce qu'ils ont cotisé pour, et ils ont équilibré leur compte, et ils sont même excédentaires. Et donc, c'est dans leur droit, je comprends parfaitement ça. Et ça, c'est pas des discours révolutionnaires qu'ils portent. Ils défendent des acquis, ils ont raison de le faire, et il faut que le mouvement s'amplifie jusqu'à ce que ce gouvernement entende cette colère et qu'il retire sa réforme pour avancer. J'aimerais bien que le président de la République médite ce qu'avait dit Nelson Mandela, qui avait dit « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. » Tout le monde leur dit ça il aujourd'hui. serait bien qu'il apprenne. Merci. Fabien Roussel, le patron des communistes français, est avec nous jusqu'à 13h dans Questions politiques. France Inter, questions politiques. Fabien Roussel, on l'a bien entendu, vous vous opposez à la réforme des retraites d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous lui reconnaissez malgré tout quelques résultats économiques? Est-ce que sa politique économique commence à donner des fruits malgré tout? Est-ce que vous diriez ça? Est-ce que vous acceptez de dire ça? Est-ce que vous pourriez le dire? Bah écoutez, s'il y a des fruits, il n'y en a pas beaucoup. Je ne les vois pas. Vous ne les voyez pas, les 500 000 emplois créés depuis 2 ans et demi? Alors certes, c'est pas assez, mais c'est quand même ce qu'on n'a pas réussi à faire depuis quelques années. On peut en parler des 500 000 emplois créés en 2 ans et demi. Puisque j'ai vu dans une étude récente de la DARES que 80% de ces emplois créés sont des CDD. D'accord ? J'ai annoncé à la fête de l'UMA, d'ailleurs, dans le discours que j'y ai prononcé, qu'il y avait eu, en l'espace d'1 an et demi, 300 000 contrats d'auto-entrepreneurs signés, donc avec des gens sortis du chômage pour une paire d'entre eux. Et là, ce sont des contrats Deliveroo, Uber. Bonjour, le projet de société. Alors, si oui, mais contrats... c'est la société qui se construit. Oui, c'est pas ça Macron qui va demander de créer des auto-entrepreneurs. Ça se fait. Oui, ça se fait. Donc, vous souhaitez ça pour vos enfants, vos petits-enfants, qu'ils aillent livrer des pizzas pour les gagner 10 € à la coup de pédale, et que quand ils sont malades, ils n'ont aucun droit. C'est la société dans laquelle on promet à nos enfants. Mais moi, je ne veux pas ça. Comment vous décrétez le contrat à durée indéterminée pour tous? Vous ne pouvez plus le faire, ça. Pourquoi ce serait toujours les mêmes? Ne faites pas comme si la gauche n'avait pas exercé le pouvoir en France. Ce serait toujours les mêmes qui gagnent, qui sont une infime minorité, et toujours les mêmes qui payent. Monsieur Macron a baissé les impôts des plus riches et des multinationales. Il serait temps qu'aujourd'hui, il donne des droits et qu'il augmente les salaires des Français. Voilà, ça, c'est de la justice. Or, aujourd'hui, nous avons eu tout l'inverse. Et c'est bien pour ça qu'en termes d'emploi, enfin, franchement, si on veut parler d'emploi, vous préférez une société Uber, Deliveroo, ou avec des usines qui tournent? Est-ce que vous croyez... Vous ne pensez pas crédible, en tout cas nous c'est notre politique, d'avoir une véritable politique industrielle, retrouverait notre souveraineté économique justement, et produire dans notre pays. Non, le gouvernement il s'en va à Whirlpool, Amiens, le président de la République, et il dit c'est pas de ma faute et c'est la faute à pas de chance. Ça je le refuse. Si je suis président de la République, je dirais que dans mon pays, la France, je veux ici produire des machines à laver, des sèche-linges, des télés, je veux des voitures, je veux que l'on produise. Et vous obligez les Français à acheter. Ça a été fait. Il y avait eu cette idée du Made in France et vous obligez les Français à acheter de force votre machine à laver, même si elle est plus chère. D'abord, j'achète pas acheter, je force pas d'acheter. Mais je dis que nous pouvons produire en France ce que nous avons besoin. En France, qui est un grand pays de 70 millions d'habitants, on n'est pas le Luxembourg, donc on peut produire ici au moins ce que nous consommons ici. Vous avez un discours très patriotique et très autarcique au final. Non, c'est pas que autarcique, c'est bon pour l'emploi. C'est bon pour les impôts parce qu'une entreprise qui produit ici, elle paye des impôts. Quand on la laisse délocaliser en Pologne, comme avec Whirlpool, où les salaires sont de 549 €, on dit on peut pas se battre. Eh bien, moi je dis qu'il y a un triple coût pour l'emploi en France et pour le pays quand on laisse partir les entreprises là-bas. Parce qu'on ne collecte plus d'impôts de la part de l'entreprise. Elle est partie en Pologne. 2, il n'y a plus des salaires à payer, mais par contre, on va payer de l'assistance sociale. Et ça, je n'en veux plus. Du travail et un salaire pour tous. Et enfin, le coût écologique. Le coût écologique, puisqu'on importe tout ce que l'on produit à l'extérieur. Et donc, je veux qu'il y ait une politique dans notre pays industriel et que l'on reconquiert des usines, des emplois avec des CDI et qui garantissent à chacun un travail et un vrai salaire. Et ça, c'est possible. Et pas un travail jusqu'à 65 ans dans les usines. Et donc, c'est avec un discours ferme, patriotique que vous tenez là, que éventuellement vous pensez réussir à avoir une stratégie gagnante aux élections municipales?
Pour moi, c'est pas un discours patriotique, c'est justement redevenir maître de notre destin économique, reprendre droit sur l'économie et faire en sorte que nous créons des emplois en France, parce qu'un emploi industriel, c'est 2 à 3 emplois de service derrière. Un pays sans industrie est un pays sans avenir. Ce sera bon pour tout le monde, y compris pour notre système de retraite. Nous avons calculé que justement 1 million d'emplois créés dans l'industrie, c'est possible, et c'est plusieurs milliards d'euros de financement pour la sécurité sociale et pour notre système de retraite. C'est vers ça qu'il faut tendre. On ne va pas vivre dans une société morcelée, individualisée, avec des porteurs de pizza ou des contrats à la tâche dans les entreprises. Vous savez ce qu'ils ont inventé? Les CDI-I. Vous savez ce que c'est, les CDI? C'est un CDI intérimaire. C'est comme si je vous proposais un contrat de mariage à durée déterminée. Enfin, dans quel monde vit-on? Enfin, c'est pas possible, ça. Françoise. Vous militez beaucoup pour la réunification de la gauche, en tout cas une action commune à gauche. Est-ce que Mélenchon reste l'empêcheur de tourner en rond à gauche? Et est-ce que pour vous, c'est devenu, au fond, celui qui va vous empêcher de reconstituer ce camp de gauche? Parce que lui, au fond, il est toujours dans le dépassement et dans son combat contre Marine Le Pen. Comment vous évaluez aujourd'hui vos chances de vous faire entendre et d'essayer de redonner un peu de couleur à la gauche avant la fin du quinquennat? Je pense que si on prend le sujet d'un point de vue purement électoral et stratégie électorale, etc., on est perdant. Et au contraire, je vais vous dire pourquoi. Oui. C'est parce que justement, la preuve du pudding, c'est qu'on le mange, comme disait Lénine, c'est qu'en travaillant sur des propositions en faveur des retraites, on travaille sur du concret. Et en travaillant sur du concret, on voit ce qui nous rassemble ou ce qui nous divise. Et si on décide d'aller ensemble et de travailler sur ce qui nous rassemble, eh bien on peut porter ensemble un projet sur un sujet. On commence par les retraites. Si on y arrive, je dis tant mieux. Et il y aura certainement d'autres sujets derrière. En fait, il faut que l'on travaille en commun. Il y a eu le programme commun. Eh bien là, c'est le travail en commun. Oui, mais là, dans le cas des élections municipales... C'est ça qui peut peut-être faire la différence pour la suite. Ça n'empêche pas qu'il y a quand même 2 visions stratégiques sur la reconquête. C'est-à-dire, soit c'est au fond une confrontation populiste contre Marine Le Pen, soit c'est une reconstitution d'un camp de gauche. Et on voit bien qu'au milieu de la pièce, il y a un Mélenchon qui trouble le jeu, en tout cas qui trouble votre jeu. Comment vous faites avec lui? Je pense pas que vous voulez... Vous mettrez pas un coin entre nous, d'abord. Il y a des différences d'approche. Je ne le nie pas. Si on pensait la même chose, on serait dans le même parti. C'est pas le cas. Personnellement, nous, communistes, nous croyons encore aux valeurs de gauche et au fait qu'il y ait des gens qui soient attachés à ces valeurs que la gauche a portées et qui a permis de grands progrès dans notre pays. 81, c'est la dernière fois où le SMIC a augmenté de 10% quand même. Hein, donc ça a compté. Eh bien, il y a ceux qui croient à ça. Nous en faisons partie avec d'autres. Et puis... Effectivement, il y a Jean-Luc, lui, pense plus qu'il faut rassembler les 99 contre les 1%. Nous pensons que dans ces 99, c'est difficile de rassembler 99%. C'est un bel objectif, mais j'y crois moins. Voilà. Mais ces débats-là, nous pouvons les dépasser en travaillant sur du concret. Je pense qu'il faut travailler sur du concret. Puis ensuite, moi, j'ai dit une chose un jour à Jean-Luc, et je lui dis à chaque fois, c'est que personne ne gagnera tout seul. Personne est-ce qu'il l'entend? Ne gagnera Parce que finalement, est-ce qu'il n'y a pas Donc, il faudra bien un jour que l'on arrive à travailler ensemble, à redonner de l'espoir ensemble. Mais vous dites travailler sur du concret, ce serait plus pratique. Le concret, par exemple, ça pourrait être les élections municipales. On voit bien que là, c'est très concret de travailler pour une municipalité, de faire avancer ce qui se passe au plan local. Vous n'arrivez pas non plus là à travailler ensemble. Vous allez partir chacun de vos côtés. Oh, il y a beaucoup d'endroits où nous sommes ensemble et je préfère voir là où nous sommes ensemble que là où nous ne le sommes pas. C'est pas une majorité. Les élections municipales, ça se construit localement sur des projets locaux puis avec des personnalités. Des fois, ça marche pas. Mais dans beaucoup d'endroits, cette fois-ci, en France, que ce soit avec les militants de la France Insoumise, que ce soit avec les Verts, que ce soit avec Place Publique, que ce soit avec les socialistes, nous arrivons à construire ensemble des listes. Et je pense que si nous arrivons encore, puisque tout n'est pas ficelé, si nous arrivons à créer cette dynamique dans de nombreuses villes en France, je pense surtout aux grandes communes, eh bien nous pouvons montrer que la gauche unie et rassemblée peut l'emporter dans beaucoup de villes et mettre en place des programmes bien différents de ceux qui sont portés par les candidats En Marche ou de droite. Il vous reste... Eh bien, c'est cet espoir-là que je veux porter. C'est en train de se construire
et j'espère que ça va se développer. Il vous reste 700 mairies, c'est ça ? Oui. Vous allez réussir à les sauver toutes ? La dernière fois, en 2014, on avait perdu une cinquantaine, des grosses ? Oui, écoutez, on verra. C'est quoi la stratégie alors ? Je pense que la stratégie, c'est de convaincre les gens. Il faut convaincre les gens de participer le plus possible à cette élection qui est majeure, parce que c'est l'élection municipale. C'est là où les gens voient le plus concrètement les effets de choix politiques qui sont faits chez eux. Les élus peuvent les toucher, ils peuvent aller les engueuler, leur parler. Donc voilà, moi je laisse... Bien sûr, je pense que quand une mairie communiste... J'ai bien vu ce qui s'est passé ces dernières élections. Quand on a perdu des villes, eh bien, les nouvelles majorités, aujourd'hui, je pense notamment à Bobigny, eh bien, le maire ne peut pas se représenter parce qu'il a été condamné. Je pense à Levallois-Perret. Levallois-Perret, c'est beaucoup plus vieux. C'était communiste. On l'a perdu il y a 2 ou 3 mandats. Quand on voit aujourd'hui les Balkany, où ils en sont, ben, je me dis, c'est tant pis pour les gens. Je pense à Corbeil, où c'était Dassault, où lui, il distribuait des billets aux gens après avoir battu un communiste. Eh bien, moi, je pense qu'aujourd'hui, justement, là où les communistes ont perdu, les gens ont vu la différence. Et j'espère qu'il y aura encore demain plus d'élus au service de la population. Parce qu'une mairie avec un maire communiste, et d'ailleurs il n'y a pas que des communistes dans les listes, c'est très très large, avec des citoyens, des gens qui se battent pour leur ville, ils portent leur ville au cœur et ils font des villes pour tout le monde. C'est-à-dire autant pour les milieux populaires que pour attirer des entreprises. Et voilà. Donc, et Saint-Denis, qui est une ville emblématique pour vous, les communistes, vous allez réussir à la garder ou pas, Saint-Denis ? Mais Saint-Denis, grosse ville, plus de 100 000 habitants. Dieppe, toutes ces grandes villes. Vous les gardez ? Et ma ville de Saint-Amand-les-Eaux, que je porte dans mon cœur, et où, effectivement, nous ferons tout pour que nous poursuivions le travail engagé. Nathalie Saclay. Il y a une échéance qui est peut-être moins importante, c'est celle de la présidentielle en 2022. Beaucoup de Français ont l'air de ne pas avoir envie de rejouer le match, c'est-à-dire de avoir à choisir entre Emmanuel Macron ou Marine Le Pen. Quelle est la stratégie du Parti communiste ? Avoir un candidat, justement, ou alors une stratégie, comme le posait la question de Françoise tout à l'heure, de rassemblement avec un candidat. Où est-ce que vous en êtes ? Est-ce que vous vous dites, oh là là, on a le temps ? Ou est-ce que vous dites, c'est pas le sujet, il faut d'abord reconstruire la gauche ? Qu'est-ce qui se passera ? Comment vous desserrez l'étau ou cette espèce de choix binaire ? D'abord, il faudrait pouvoir sortir du piège tendu depuis plusieurs années à chaque élection, qu'on ne vote plus pour ses idées. À chaque fois, c'est le choix, il faut battre l'extrême droite et donc il faut voter pour le candidat qu'on n'aime pas. C'est insupportable. Comment voulez-vous que les gens retournent aux urnes ? Ils ne peuvent plus voter pour leurs idées. Ils votent pour battre quelqu'un. Et ça, c'est fait exprès. Tout est construit de cette manière-là. C'est ce que fait le président de la République. Donc on fait comment pour que ça se passe comme ça ? Fait le choix de taper bille en tête l'extrême droite, de faire en sorte que les sujets justement liés à l'immigration, le voile, etc. J'ai même cru entendre dans ses vœux qu'il allait remettre ce sujet au cœur dans les semaines qui viennent. Le communautarisme. C'est dégueulasse parce que du coup on ne parle pas des vrais sujets liés au pouvoir d'achat, l'emploi, l'avenir de nos enfants, notre protection sociale et la santé. Comment on sort de ce duel ? Ça va être toute la question. Vous et avec qui ? Est-ce que vous aurez un candidat quoi qu'il arrive, puisque vous considérez que le PC peut renaître grâce à ça ? Est-ce que vous travaillez sur l'union ? Est-ce que Jean-Luc Mélenchon peut faire l'affaire ? L'objectif, c'est pas de renaître pour le Parti communiste français. Un peu quand même. L'objectif, mais non, mais on défend pas une boutique. Moi, je suis pas. Non, exister, dirons-nous, pas renaître. Non, mais c'est pas. L'objectif, c'est que ça change en France. Qu'on redonne un avenir à nos enfants, qu'on redonne du pouvoir d'achat à ceux qui travaillent, que l'on puisse vivre dignement de son travail. Les questions qui nous semblent pour nous au cœur du sujet, c'est ce pour quoi on va se battre. Et j'espère que nous serons le plus nombreux possible à nous battre pour cela et que nous redonnerons un espoir. Comment ça va se faire ? Quand ? Je ne peux pas vous le dire, on a 2 ans et demi. On est en train de se battre sur la réforme des retraites, là. Donc, essayons d'abord de faire nos preuves et de montrer que nous pouvons porter ensemble des propositions communes. Ce sera déjà un grand pas. Fabien Roussel, une question sur le communautarisme, c'est Françoise Fressos qui l'a posée. Je vous ai entendu tiquer sur la lutte contre le communautarisme. Ça veut dire que vous pensez que Emmanuel Macron instrumentalise la question. Qu'est-ce que vous pensez ? Le communautarisme, aujourd'hui, il est dans le monde de la finance. Ils sont entre eux, ils dirigent tout, ils sont une minorité, ils nous polluent la vie. Me parlez pas d'autre chose. Voilà, c'est ça aujourd'hui. Le problème de notre pays, c'est pas la dame qui porte le voile, c'est ceux qui viennent en yacht et qui nous pillent nos richesses.
c'est cela. Mon problème, c'est ça. Mon problème, c'est vous allez dire que je fais une focale sur Bernard Arnault, mais il y a 2 ans et demi, quand le président de la République est arrivé au pouvoir, la première chose qu'il a faite, c'est de supprimer l'impôt sur la fortune de Bernard Arnault et des plus riches. Et puis, à la fin du mandat, ils ne paieront même plus la taxe d'habitation. Le problème, c'est ça. C'est que les Français ne la paieront plus. Oui, d'accord, mais Bernard Arnault aussi. Est-ce qu'on a besoin de faire tous ces cadeaux aux plus riches, de demander aux Français de se remettre un cran à la ceinture et de faire des efforts, et puis, par contre, de faire l'actualité avec les questions liées à l'immigration? Si les usines ferment aujourd'hui, c'est pas de la faute des immigrés. Si les hôpitaux sont en grève, c'est pas de la faute des immigrés. Une autre problème de communautarisme. Autre question sur la suite du quinquennat. Vous êtes très écologique, vous dites qu'il va falloir faire une transformation sociale et écologique, et il y a en ce moment un jury citoyen, 150 citoyens qui sont en train de travailler sur la transition écologique après toute l'affaire qu'il y a eu autour de la taxe carbone. Est-ce que vous pensez que cette initiative est bonne et qu'est-ce que vous attendez de cette convention ? Bon, écoutez, qu'on écoute des citoyens, c'est toujours bon. Je regrette que le président de la République soit autant en panne d'idées pour qu'il ait besoin de faire ça, pour savoir ce qu'il faille faire en matière d'écologie. Quand il décide tout seul, vous dites ça va pas, et quand il consulte la base, vous dites ça va pas. Mais rigolez pas de moi, enfin quand même. Il avait Nicolas Hulot qui tire sur la sonnette d'alarme depuis des années et des années, qui dit qu'il y a besoin de s'attaquer justement à l'évasion fiscale, aux grandes entreprises qui polluent le plus, qui a besoin de prendre des mesures fortes et d'y mettre les moyens en matière de transport, en matière de rénovation énergétique des bâtiments. Là, il y a des propositions fortes qui ont été émises par des ONG, par des responsables politiques, même syndicaux. Alors moi, c'est bien qu'on réunisse 150 citoyens, il faut le faire, je ne suis pas contre. Et d'ailleurs, je leur fais confiance. Mais on attend des actes maintenant. Il y a urgence. Et donc, on ne peut plus se payer de mots et de grandes concertations. Il faut faire. Fabien Roussel, on va vous poser, parce que on arrive à la fin de cette émission, quelques questions, ça passe toujours trop vite. Quelques questions très courtes, on attend de vous des réponses courtes également. La première question est posée par Nathalie Saint-Christ. Est-ce que vous considérez qu'il y a une trop grande bienveillance vis-à-vis de M. Matzneff et notamment de ses écrits pédophiles? Comment vous expliquez que tout le monde se soit tu, que tout le monde lui ait trouvé tellement de talent qu'on oubliait ce qu'il y avait dans le fond de ce talent et ce qu'il écrivait? Est-ce que vous trouvez qu'effectivement il mérite... C'est pas une réponse courte. C'est pas une question courte. Est-ce qu'il mérite d'être condamné? Est-ce qu'il faut lui enlever l'allocation qui est attribuée? C'est une horreur, ce que je lis, ce qu'il a pu écrire et dire. C'est une horreur. Sa place n'est pas dans la bibliothèque. D'accord. L'allocation qui lui est versée par l'État, même si elle se résume à 600 ou 700 euros par mois. Que la justice fasse son travail et les allocations avec. D'accord. Carlos Ghosn, une question rapide. Comment est-ce que vous qualifiez ce qui s'est passé ? Ce n'est pas que le champion de l'évasion fiscale, mais aussi de l'évasion tout court. Carlos Ghosn, c'est le symbole pour moi justement de ces patrons des grandes multinationales que l'on a encensés, reçus à l'Élysée, célébrés, et qui est aujourd'hui celui qui fait un bras d'honneur à la justice. Vous aimeriez être jugé au Japon ? Vous aimeriez être jugé au Japon vu les conditions ? Non mais dites donc, et Carlos Ghosn, vous avez vu son bilan, 22 000 emplois supprimés en France, des usines fermées. Merci. Et un taux de production de voitures Renault en France qui est passé de 50% à 20%. Merci. Et c'est un champion du monde. Fabien Roussel, non mais vous rigolez. D'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci Nathalie Saint-Christ et Françoise Fressos. Merci à toute l'équipe de Questions Politiques, à Alexandre Gilardi qui a préparé cette émission.